Donc pour démarrer cet après-midi, je vais laisser la parole à Natacha et Céline qui vont nous présenter sur la base de leurs interventions, réflexions autour des simulations, je crois. D'ailleurs, c'est la part belle aux simulations ce début d'après-midi, puisque la prochaine communication parlera de simulation aussi, je crois. J'en suis sûr même. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter donc le thème que nous traitons, qui s'appelle l'enjeu de la construction de l'intervention pour la mise en place des simulations techniques et organisationnelles. Donc, moi, je suis Céline Bozek. J'ai été diplômée au mois d'octobre dernier. Et je suis actuellement ergonome à la Poste, à la direction technique du courrier à Nantes. Bonjour, Natacha Bredin, également diplômée en octobre avec Céline. Et depuis le mois d'octobre, j'ai intégré le cabinet Ergonalliance, un cabinet en ergonomie basé à Joinville-le-Pont. Alors nous allons vous présenter deux interventions aujourd'hui. Le premier sur un projet de conception d'un nouveau véhicule et le second sur un projet architectural. Nous avons souhaité vous parler de simulation aujourd'hui, car en fait c'est en Master 2 où on s'est rendu compte, on a vraiment pris conscience de la palette d'outils disponibles d'un ergonome dans une visée de transformation du travail, qui est le cœur de notre métier. Et c'est à ce moment-là également que nous avons pris conscience de l'importance de la construction sociale dans une intervention. Donc Céline va vous présenter son premier terrain. Donc, projet de conception d'un nouveau véhicule, donc un VAE, vélo à assistance électrique. Donc, je vais être assez rapide dans cette présentation, en ce début. Donc, le contexte de l'intervention s'inscrit dans une évolution des métiers de la distribution. Donc, il s'agira d'adapter le VAE et ses contenants aux nouveaux produits emportés sur ce vélo. Historiquement, les facteurs distribuaient des lettres et des recommandés avec un fort enjeu de sécurité. Aujourd'hui, ils sont amenés à apporter de la publicité et de plus en plus de colis sur le vélo. On a aussi des tournées plus longues, des flux très variables tous les jours, et on a une population, alors on a autant d'hommes que de femmes, et une population plutôt vieillissante. Il y a aussi une dynamique à prendre en compte qui est une dynamique de réorganisation des nouveaux services, de réorganisation et de nouveaux services en test. Notamment, actuellement en déploiement, on a ce qu'on appelle dans les grandes villes la livraison du soir, qui consiste à livrer les colis le matin, le midi et en soirée. Donc cette demande s'inscrit dans un appel d'offres VAE. Donc, en vue de cet appel d'offres, la direction industrielle a sollicité le service ergonomie pour assister la maîtrise d'ouvrage dans la conception du vélo décontenant. Et les attendus sont les suivants. Donc, une définition du projet et sa faisabilité, une définition des besoins dans lequel l'ergonome va se retrouver aussi en assistance en maîtrise d'œuvre afin de réaliser des prototypes qui seront testés sur le terrain. Une participation à la rédaction du cahier des charges fonctionnelles et une évaluation des propositions fournisseurs. Donc, il s'agit de concevoir ou de reconcevoir. On ne part pas de la page blanche. On a d'abord des dispositifs d'assistance électrique existants. On a une architecture existante et des contenants. Tout d'abord, les contenants initiaux avec les deux sacoches arrière et une sacoche avant. Puis, il y a une évolution dans la demande, dans le besoin de la livraison du soir, avec la possibilité d'y mettre des colis, donc on a un contenant plus grand. Et l'objectif est donc d'avoir une nouvelle situation de travail. On sait qu'on veut aussi rester sur un cycle à 2 roues. Qu'on veut quelque chose de simple parce que peu onéreux et simple en maintenance. Les ergonomes du pôle ergonomie ont déjà participé à des recherches et à des expérimentations sur des modes alternatifs qui ne répondaient pas nécessairement aux activités, aux besoins.
Néanmoins, tout n'est pas reconcevoir, mais néanmoins, il y a une vraie visée prospective dans ce projet, avec un certain nombre d'inconnus au niveau des nouvelles organisations et des services à venir. Ça ne marche pas. Donc, quelle démarche a été mise en place? Donc c'est une démarche collaborative, pardon. L'objectif est donc de s'appuyer sur les compétences des groupes d'acteurs, donc de mettre en place un dispositif participatif de conception pour l'usage et dans l'usage, ce qui est notamment porté par Viviane Folcher, dans lesquels s'articulent et se développent 3 entités. Donc, la conception pour l'usage, qui réunit la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. L'objectif étant de répondre à des attendus du projet. Et dans notre cas, on ne souhaitait pas faire un achat sur étagère, comme on dit, mais on voulait un produit vraiment adapté à nos besoins, d'où la nécessité d'inclure des designers dans cette démarche pour nous proposer des concepts et des prototypes. Et puis, il y aurait la conception donc, dans l'usage, représentée par les exploitants des sites, les facteurs, et dont l'implication dans le projet et leur positionnement pourrait presque, alors c'est un point d'interrogation, être assimilé à une maîtrise d'usage. Étant donné qu'ils ont travaillé, ils ont fortement contribué à faire évoluer ces prototypes, et ils ont même participé à un certain nombre de validations. Donc, rapidement les jalons. Il y a eu une phase déjà de diagnostic qui a été assez long, puis une validation de celui-ci avec une phase d'expression des besoins, ce qui s'est réalisé lors de groupes de travail, ce qui a permis à la maîtrise d'ouvrage de redéfinir les objectifs et les attentes du projet. À la maîtrise d'œuvre, les ergonomes ont fourni des repères pour la conception. Les exploitants ont disposé donc des connaissances, ont eu connaissance du projet, ont déjà invalidé un certain nombre de choses. Et enfin, l'ergonome donc a pu construire ces outils, notamment les situations d'action caractéristiques en vue des simulations, de la phase de simulation. Donc on a eu une phase de simulation avec les designers et puis les facteurs. Puis une phase d'expérimentation avec des prototypes qui ont été testés lors de leur tournée pendant 2 mois. Et enfin, une phase de REX et jusqu'à la rédaction du cahier des charges. Donc, quelques éléments du diagnostic qui nous ont amenés à mettre en place des simulations. Donc, je vais repasser rapidement la méthodologie. Il y a eu donc une analyse de demande, observations ouvertes, des observations systématiques, 9 suivis de tournée sur 5 sites en France, dont 2 sites sont devenus des sites de référence dans l'Est. Ça a été choisi selon différents critères, notamment la topographie du terrain, le climat, le type la diversité des produits, les organisations en déploiement sur ces sites-là, et aussi le fort engagement des facteurs dans ce projet. Il y a eu des entretiens, 4 groupes de travail, et pour faire des relevés, j'ai mis un dispositif avec une GoPro sur moi ou sur le facteur, selon ce que je recherchais, une caméra manuelle et des chronogrammes d'activité. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc 2 situations clés qui ont amorcé en partie la simulation, les phases de simulation sur des maquettes en carton. Donc, tout d'abord, il y a 3 invariants dans l'activité du facteur qui vont être s'organiser, donc organiser les produits, organiser sa tournée, conduire et accéder en permanence soit au vélo, soit au contenant, soit aux boîtes aux lettres. Donc, en ce qui concerne le contenant avant, on constate un manque de séparation lors des journées en multiflux, donc quand on a de la pub et du courrier et des colis. Les produits au démarrage se maintiennent entre eux. Ils sont relativement lisibles, accessibles et visibles. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le stock descend et il s'affaisse et se mélange. Donc en conséquence, on relève de fréquents arrêts pour vérifier, pour ranger, pour réorganiser. On constate aussi des oublis. Donc des besoins de retourner faire marche arrière. Et on constate aussi des efforts aggravés
selon la taille du facteur, pour atteindre ces différents produits dans le contenant avant. Donc, la construction du dispositif de simulation. Donc, l'objectif était donc de stabiliser ce prototype avant, de cet emport avant, pour réaliser donc des prototypes plus résistants qui devaient tester, donc qui ont été testés d'ailleurs pendant la phase d'expérimentation sur les tournées des facteurs qui ont participé à ce projet. Donc, durant 2 mois pendant les CIP, ils se sont emparés un peu de ces prototypes. Et l'objectif était aussi qu'ils fassent des retours sur la base de questionnaires et de schémas de ces prototypes pour alimenter un peu toutes ces données. Et de mon côté, en cette phase, j'ai aussi réalisé des analyses d'activité au bout de quelques semaines d'utilisation. Donc ce jour-là, lors de la réalisation de la maquette, il fallait donc définir un prototype avant. On partait donc, le designer avait apporté un contenant avant très brut, très basique, dans lequel on devait essayer de trouver une organisation des espaces. On devait définir la géométrie de cet emport avant, parce que l'objectif était de ne pas dégrader les conditions de travail, et notamment la conduite, et avancer sur la définition du cadre et du guidon qui sont en lien, parce que c'est un tout, un vélo, c'est pas que des éléments, il fallait prendre ça dans son ensemble. Donc le déroulement fut le suivant. Il y a un temps de co-animation avec le designer et l'ergonome, une maquette brute qu'on pouvait modeler selon nos besoins, à coup de cutter. Voilà. Le designer et les agents donc, ajustaient la maquette au fil du développement par l'ergonome des scénarios d'action qui étaient eux-mêmes découpés par situation de travail. Donc on devait faire la phase de chargement, de haut-le-pied et de parcours actif, théoriquement. Et donc vous voyez donc le contenant basique. Et donc un des facteurs avait pour mission d'emporter sur sa table le contenant avant. Et d'emblée, la première chose qu'il a dit, il n'y a rien pour pouvoir porter votre sacoche. Donc déjà, il mettait en avant quelques failles. Donc je vais vous présenter donc le bilan, les résultats. Donc ce qui a fonctionné. Les scénarios d'action ont vite révélé des failles. Enfin non, le fait aussi d'avoir un scénario de prescription. Il y a eu des failles qui ont tout de suite été révélées sur cette maquette. Donc notamment le manque de poignées, le fait que ce soit trop haut. Donc ça gênait le facteur pour distribuer, pour voir la route. Et le fait qu'il était nécessaire d'éliminer des compartiments pour pouvoir être en permanence dans l'équilibre du vélo. Ce qui a aussi fonctionné, c'est le fait de présenter aux agents une maquette. Ça a permis la matérialisation du projet pour les facteurs par une co-création du prototype. Ils étaient vraiment inclus dedans. Ça a permis aussi des réflexions et des partages sur leurs pratiques et les évolutions possibles dans cette nouvelle configuration, dans ces futures situations. Et ça a permis aussi de convaincre les décideurs, parce que le jour de cette simulation sur maquette, il y avait une chef de projet. Je pense que ça a permis d'enrichir les représentations qu'elle avait de l'activité et de ses besoins. Et ça lui a permis de défendre certaines spécifications fonctionnelles à prendre en compte impérativement dans ce cahier des charges auprès de la direction des achats notamment. Ce qui n'a pas fonctionné, on a eu... la qualité du livrable n'a pas permis de dérouler tous les scénarios par phase d'activité. Je pense que le designer n'a pas su prendre en compte les repères de conception. Et il y a eu des livrables absents. Donc il y a une construction sociale qui, de mon point de vue, était bien menée par rapport à la maîtrise d'ouvrage et avec les exploitants, mais pas suffisamment avec le designer. Notamment, je pense que là où ça a péché, c'était au niveau... la démarche, du positionnement de chacun des acteurs dans le projet qu'il n'a peut-être pas su peut-être comprendre, peut-être un manque de pédagogie des supports et un manque de partage du diagnostic. Voilà. Du coup, le designer
n'a certainement pas complètement trouvé sa place, je crois, dans cette démarche, mais il a quand même fourni un proto intéressant. Voilà, je laisse Natacha parler. Merci. Donc l'intervention que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du déploiement d'un nouveau référentiel immobilier auprès de 3 services tertiaires sur un seul étage. Donc un étage, 3 services concernés par ce référentiel. Ma porte d'entrée était la manager de proximité d'un des 3 services, le service de recrutement, avec un objectif aussi d'atteindre les 3 autres services. Ce service comprend uniquement des cadres autonomes, avec la présence d'intérimaires en pic d'activité, nous y reviendrons. Donc l'objectif, le référentiel suppose que les salariés changent de poste selon l'activité du jour, et ce, plusieurs fois par jour. Donc j'arrive le matin, selon mon emploi du temps, je m'installe à un poste qui est, entre guillemets, adapté à mon activité. La demande reformulée était la suivante. Demain, comment s'approprier et se projeter dans les futurs locaux pour travailler dans un espace de travail partagé. Mais cette demande s'inscrit dans des contraintes temporelles fortes, vu que je suis allée la chercher en décembre 2016, puisque je n'avais toujours pas de demande, et que j'avais envie d'avoir le diplôme quand même. Et le projet était rendu en phase d'exécution avec un début des travaux 3 mois après, en mars 2017. Donc on peut aisément s'interroger sur les marges de manœuvre disponibles à ce stade d'un projet. Elles n'étaient pas d'ordre spatial et technique, mais bien d'ordre organisationnel, et auprès d'une seule équipe seulement. Donc ma posture était une posture de consultante interne dans l'entreprise, donc j'avais une relation de client-partenaire avec cette manager. Le point de vigilance qui a perduré tout au long de cette intervention a été de ne pas créer d'attente auprès de cette équipe, c'est-à-dire ne pas dégrader la situation existante au vu de l'avancée du projet dans lequel j'essayais de m'insérer. Donc initialement, les bureaux étaient en enfilade avec des portes fermées, plusieurs salles de réunion. Donc au début des observations, c'était un petit peu difficile de commencer les observations lorsqu'il y a des portes fermées. Donc j'ai créé un petit groupe de travail pour expliquer ce que c'était l'ergonomie, la démarche, et commencer à créer une relation de confiance avec les opérateurs. Et avoir aussi leur point de vue sur le projet, et commencer un petit peu à avoir l'ambiance et leur point de vue sur ce projet. Pour demain, passer à des bureaux ouverts avec une seule salle de réunion, des espaces de coworking. Dans le service de recrutement, il faut noter une augmentation de l'effectif avec des intérimaires pendant 6 mois. Et pendant ce pic d'activité, vous le voyez sur le dessin en bas à droite, des binômes et des trinômes se forment. Donc une fois que j'ai réalisé la cartographie des situations de travail, j'en ai hiérarchisé 34, j'ai fait des deuils. Ça, c'est un gros travail de l'ergonome, pour en arriver à 11, pour en présenter 4 et avoir des résultats sur une. Donc je vais vous présenter un extrait d'une seule situation concernant les besoins d'un binôme et le lien avec cette petite cloisonnette que vous voyez à l'écran. Donc j'ai choisi de vous présenter un extrait seulement de cette situation, c'est-à-dire que sur 5 minutes, on voit un référent et un intérimaire s'échanger des regards 24 fois. La référente s'est adressée verbalement 94 fois à l'intérimaire pour l'interroger 77 fois et rechercher une solution 10 fois tout en manipulant les sous-pochettes. Je laisse de côté l'histoire de manipulation des sous-pochettes qui concernait une demande faite en parallèle sur la dématérialisation. Dans la mesure où je ne pouvais pas modifier les plans, ni même présenter le diagnostic à l'équipe projet, et je ne voulais pas mettre la manager face à des problèmes impossibles à résoudre, et donc de créer une situation de tension avec son équipe, j'ai décidé de formuler les repères de conception sous forme de questions. En voici
un extrait. Demain, comment répartir spatialement les binômes en pic de recrutement? Il s'agit d'une seule question, mais bien évidemment, cette situation interroge d'autres sphères du travail, comme l'intégration des intérimaires en amont de la campagne de recrutement, les espaces de stockage que vous voyez, qui est matérialisé par cette table. Donc, l'idée ici, c'était vraiment de lui apporter des éléments organisationnels auxquels elle aurait à se confronter demain. C'était vraiment un moyen de lui... De réfléchir en amont sur des ressources possibles à mettre en place. Donc pourquoi avoir choisi la simulation sur une maquette volumétrique? Donc comme le mentionne Nadia Edad, l'espace, l'organisation et le travail sont liés. Il s'agit d'un processus de construction permanent. Je cite, « L'espace est construit par le travail est construit par l'espace qui à son tour se construit ». Donc en travaillant sur les scénarios d'action organisationnelle, des questions sur le travail et la disposition de l'espace étaient également traitées. L'objectif des simulations, c'était favoriser la projection dans les futurs espaces de travail et de participer à leur appropriation par l'équipe. D'effectuer une recherche exploratoire de plusieurs scénarios d'occupation possibles, quelle régulation spatiale possible, le but étant d'identifier les moments critiques où les espaces étaient saturés, et donc de les résoudre, mais aussi de construire des règles effectives de fonctionnement de cette équipe dans ces nouveaux espaces. Travailler sur l'organisation du travail du binôme référent intérimaire dans cet espace, où les binômes peuvent-ils s'installer, doivent toujours-ils être à deux, et en face à face. Et enfin, débattre du travail et partager sur des préoccupations liées au projet. Des situations en parallèle du projet ont été abordées, notamment le besoin de concentration nécessaire à cette activité et de confidentialité lors des entretiens. Donc, je me suis appuyée initialement sur la méthodologie de simulation organisationnelle de Laurent Van Belleghem. Mon dispositif initial prévoyait 2 phases. Dans un premier temps, le groupe construisait un planning de l'équipe sur une semaine. Donc les opérateurs venaient avec leur agenda Outlook, puis selon l'activité, heure par heure, ils positionnaient l'avatar représenté par le petit carton. Je n'ai volontairement pas modifié la photo, même si ça me démangeait de rajouter quelques éléments. Et sur lequel ils inscrivaient l'action à réaliser. Et ils décidaient ensuite de l'espace ouvert, fermé, semi-ouvert. Et ils mentionnaient le niveau de satisfaction du choix de l'espace. Puis, je l'ai reconvoqué une deuxième fois pour simuler le planning que l'on avait construit ensemble sur la maquette volumétrique. Et on vérifiait l'adéquation des choix entre ce qu'on avait construit au premier et la simulation réelle. Donc à ce stade, les groupes étaient déjà constitués et donc les groupes de travail étaient déjà convoqués 2 fois. Donc. Cependant, j'ai testé ce dispositif auprès d'un seul opérateur. Il s'est avéré en fait peu compréhensible et opérationnel. J'ai donc rectifié rapidement le dispositif qui a été plus modeste et simplifié. Donc on a la simulation a débuté directement sur la maquette en posant une question, la question suivante, à la lumière de ce que vous connaissez aujourd'hui de votre travail, comment voyez-vous votre travail demain en binôme, par exemple, en lien avec cette situation présentée. Donc dans la mesure où les dates des simulations étaient déjà fixées, en fait j'ai réinjecté la production des groupes des uns et des autres pour vérifier et partager sur les hypothèses organisationnelles et les réflexions menées dans chacun des groupes. J'ai régulé, quoi. Donc un des repères qui est sorti et qui est très important par rapport à ces groupes de travail, ça a été d'attribuer finalement un poste fixe en période de pic de recrutement, mais qui allait en fait finalement à l'encontre de l'essence même de ce référentiel. Alors, comment porter une telle contradiction? On va le voir. Finalement, ce qui a bien fonctionné,
ça a été de tester en amont le dispositif de simulation qui permet de réajuster et d'être opérationnel plus rapidement. La confrontation au réel, c'est le cœur de notre travail d'ergonome et c'est important de l'avoir toujours en tête. La maquette volumétrique est suffisamment prescriptive et ça permet de multiplier les scénarios d'action. Elle a permis de créer un espace de discussion qui était la première dans ce projet pour cette équipe et d'établir des règles futures de l'organisation du travail. Je cite, la peur de ne pas y arriver laisse place à la connaissance qu'il faut pour y arriver, Van Belleghem 2015. Une réappropriation du projet a été possible par l'équipe. Également une régulation collective au sein de l'équipe, une réelle prise de conscience des besoins des uns et des autres, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des chargés de recrutement, mais il y avait également des consultants. Et pourtant, ils avaient aussi besoin d'espaces fermés. Donc, qui est prioritaire? Quel rôle du manager dans cette priorisation du besoin des opérateurs? Les besoins organisationnels et spatiaux validés par l'équipe projet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la manager, suite aux résultats donc, des groupes de travail, a apporté une partie des simulations, des résultats des simulations, dont le besoin d'avoir un poste fixe en période de recrutement auprès de l'équipe projet, et qu'il ne s'agissait pas d'un caprice. On avait également travaillé sur la sémantique, c'est-à-dire que comment dire, tout au long du projet, la manager me disait que le pic de recrutement n'était pas... D'accord, c'est la fin, mais je n'ai pas fini. Elle a porté auprès de l'équipe projet ce résultat. Et enfin, ce qui n'a pas fonctionné, modifier la cloisonnette, accéder à l'équipe projet en point d'interrogation, vu que c'est la manager qui a porté quand même un des résultats, et convaincre le chef de projet d'intégrer les deux autres services. Effectivement, j'ai eu 2 rendez-vous avec ce chef de projet, le premier pour lui expliquer la démarche, le second pour lui présenter le diagnostic, mais ces temps-là n'ont pas suffi pour le convaincre d'accéder à l'équipe projet. Donc si vous n'avez pas pris de notes encore les M1 et les M2, on vous invite à prendre vos crayons. Alors, quelques réflexions sur nos interventions respectives. Donc les conditions de réussite pour cette étape de simulation, selon nous, sont les suivantes. Tout d'abord, en amont, en phase d'analyse de la demande, en ce qui concerne le dispositif de construction sociale, il s'agit d'identifier clairement nos marges de manœuvre, les acteurs de soutien par le biais d'entretiens, de visites des sites et des analyses de plans des projets. Il est aussi pour nous important de créer la confiance par un temps de synchronisation des logiques et méthodes, des représentations et des actions. Par exemple, c'est de mon point de vue ce qui a pu manquer dans ce qui s'est passé avec cette collaboration avec le designer notamment. Enfin, il est important selon nous d'anticiper, de structurer les entités maîtrise d'œuvre autant que la maîtrise d'ouvrage. Et de structurer et impliquer les agents par la constitution peut-être d'une maîtrise d'ouvrage, d'une maîtrise d'usage, pardon. Et la question serait, par contre, comment on l'anticipe, comment on la met en place suffisamment tôt dans cette démarche, et comment on convainc surtout la maîtrise d'ouvrage à ce que les agents aient une si grande part dans cette intervention, dans ce projet. Donc rapidement comprendre le travail pour ensuite le simuler, merci, le transformer. Donc le diagnostic a cette vocation issue forcément de l'analyse de l'activité partagée, s'assurer qu'il soit approprié et accepté entre guillemets, car on n'est pas sûr de cela, mais en tout cas pour avancer dans la même direction, il nous semble que c'est important. Et il apparaît nécessaire de préparer les situations d'action caractéristiques. Donc pour terminer avec cette dernière slide, tout au long de l'intervention également s'appuyer sur les opérateurs, qu'ils sont porteurs d'idées. Ils participent à la création des solutions et il faut toujours faire l'hypothèse que des choses peuvent être modifiées.
Quand c'est possible, s'assurer d'une compréhension suffisante des éléments du travail par les acteurs. Il n'y a pas de secret. Suivre la méthodologie d'intervention. Lister, hiérarchiser les situations de travail selon la criticité du projet et la demande, et l'adapter à l'intervention. L'adapter car selon le contexte d'intervention, mais aussi notre expérience professionnelle, notre capacité aussi de création qui nous est propre, eh bien, le support de simulation va être à chaque fois différent. Enfin, à l'issue des simulations, c'est à l'ergonome de porter les actions de transformation, c'est-à-dire de porter à la connaissance des acteurs les éléments du travail, tout en expliquant les raisons pour lesquelles cela ne marche pas, les contraintes liées notamment à l'activité, mais aussi pourquoi cela marche, les ressources, parce qu'il s'agit de ne pas effrayer les porteurs de ce projet. On ne va pas non plus tout réinventer. Enfin, c'est renvoyer de manière claire et précise les responsabilités de chacun. Donc, sachez qu'au cours de la préparation de cette communication, ça n'a pas forcément été évident pour nous, car on s'est rendu compte de la complexité dans laquelle nous nous trouvions. Mais grâce à vous, on a encore appris des choses. Et ça, c'est grâce aussi à la formation du CNAM qui nous permet d'avoir un regard critique, constructif et opérationnel aujourd'hui. Et donc, on aimerait aujourd'hui ouvrir sur une question. Donc, quelques questions d'ouverture. Donc, quel positionnement, rôle et contribution de l'ergonome mis au service de l'enrichissement du projet, c'est-à-dire l'ergonome comme acteur de la conception et rapporteur de l'activité réelle. Ensuite, que manque-t-il à notre pratique pour être systématiquement convié en phase d'intention afin d'instruire en amont les décisions? Et enfin, comment faire pour structurer, outiller et donner un statut plus fort aux exploitants, agents, au travers peut-être d'une maîtrise d'usage? Voilà. Donc on tenait à remercier Christophe Réal, Willy Buchmann et nos tuteurs du CNAM pour votre accompagnement pendant ces 2 ans. Et voilà, le CNAM a changé notre vie.